On va commencer par parler des tests antigéniques avec l'évolution de la prise en charge des tests. Cette évolution, elle concourt à un objectif du gouvernement qui est d'inciter les personnes à se faire vacciner. Le gouvernement a voulu faire un déremboursement partiel des tests dans certains cas pour inciter les gens à pratiquer l'acte de vaccination et à se protéger. La prise en charge des tests se fait uniquement pour les tests qui sont dans un but de dépistage, dans le but d'un parcours de soins, et de faire payer les tests qui sont là pour obtenir un pass sanitaire activité. La prise en charge depuis le 15 octobre se fait sous différentes conditions. Première condition, la prescription médicale. C'est une prescription médicale qui est non renouvelable et qui doit dater de moins de 48 heures. La seule exception pour une prescription qui date de plus de 48 heures, c'est dans le cadre de soins programmés. Si le patient a besoin d'un test pour aller faire un examen médical ou de faire une opération ou quoi que ce soit dans un hôpital ou dans une clinique, là, ce sera pris en charge, bien sûr, au moment de la visite chez le médecin ou chez l'anesthésiste. Deuxième cas où les tests sont pris en charge, c'est pour toute personne étant vaccinée. Attention, vacciné, c'est schéma complet. Également, les personnes mineures. Quatrième cas, quand il y a un certificat de contre-indication à la vaccination. Alors, le certificat de contre-indication, ce n'est pas un médecin qui vous écrit Monsieur X, Madame Y est contre-indiqué à la vaccination. Ça ne marche pas. Le certificat de contre-indication, c'est le certificat validé par l'assurance maladie. Vous avez un exemple qui est sur le site de l'USPO. Ça se présente comme un pass sanitaire hein, en 4 pages. Enfin, c'est une page coupée en 4 avec un QR code. Et c'est que ce certificat-là qui peut donner lieu à la prise en charge des tests, mais pas du tout un certificat médical sur un papier libre ou sur l'ordonnance. Autre cas, ce sont des personnes contacts ayant été identifiées par l'assurance maladie. Quand le patient est contact, eh bien, il va recevoir un SMS et ou un mail. Et là, il y aura un test à J0 à faire et un test après à J7 ou J17, après le début des symptômes, ou si le prélèvement, ou si la personne reste à son domicile. Et là, il n'y a pas besoin de deux SMS. Le SMS donnera lieu aux deux tests. Également, les personnes disposant d'un certificat de rétablissement, c'est-à-dire résultat du test positif de plus de 11 jours et de moins de 6 mois. Et il y a une autre catégorie qui s'est révélée avec le temps. Ce sont les élèves cas contact de plus de 18 ans, qui seraient éventuellement encore au lycée. Ils ont plus de 18 ans, mais ils sont au lycée et ils peuvent être pris en charge. Mais dans ce cas-là, c'est un courrier qui émane ou de l'ARS ou de l'Éducation nationale disant il y a un risque et il faut que ces élèves soient traités. Et c'est ce papier-là qui donne lieu à la prise en charge du test et que vous devrez scanner éventuellement. On a posé la question aussi que si jamais la prescription émanait d'un médecin qui était suspendu parce qu'il n'avait pas, lui, satisfait à l'obligation vaccinale, nous n'étions pas en mesure de savoir si le médecin était suspendu ou pas. Donc, à ce moment-là, le test sera pris en charge, bien évidemment, et l'indu sera fait au médecin et pas au pharmacien. Donc, je vous aurais dit, parce que la question avait été posée à plusieurs reprises, dans le cas d'un médecin suspendu, s'il y a indu, l'indu sera fait au médecin et pas au pharmacien. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Bénédicte pour qu'elle nous dise tout ce qui est le côté juridique, tout ce dont nous avons besoin de savoir pour pouvoir faire ces tests et faire prendre la prise en charge du mieux possible. Merci. Donc, pour les pièces à transmettre à l'assurance maladie, c'est assez simple puisqu'il y a uniquement 2 pièces justificatives à transmettre à l'assurance maladie quand les tests sont pris en charge. Donc, c'est la prescription médicale dont vous parlez, Pierre, donc de moins de 48 heures et non renouvelable. Et la deuxième pièce justificative qui doit être transmise, c'est quand ce sont les élèves cas contact qui ont plus de 18 ans. Donc, c'est le courrier qu'évoquait Pierre tout à l'heure, donc de l'Éducation nationale ou le courrier de l'ARS. Dans les autres cas, il n'y a pas de pièce justificative à transmettre à l'assurance maladie. C'est uniquement donc, la prescription médicale et uniquement le courrier de l'Éducation nationale ou de l'ARS. Après, on voudrait revenir très rapidement sur Tous Anti-Covid Vérif. Donc, c'est l'application qui permet de vérifier la validité du pass sanitaire, donc le certificat de vaccination, le certificat de contre-indication ou éventuellement le résultat du prélèvement pour le certificat de rétablissement. Et on vous recommande vivement d'utiliser cette application, donc Tous Anti-Covid
parce que c'est beaucoup plus fiable que les documents papier. Ça permet de sécuriser votre facturation et ça évite de vous retrouver confronté face à des documents des documents papier qui pourraient être frauduleux. Donc, je vous rappelle que c'est une application qui a été développée spécialement parce qu'elle s'appelle Tous Anti-Covid Vérif Plus. Et donc, c'est une application qui a été réservée aux professionnels de santé. Donc, je vous invite à l'utiliser comment dire, de l'utiliser dans de bonnes conditions parce que c'est réservé vraiment aux professionnels de santé et les conséquences d'une utilisation détournée pourraient être très graves pour la personne qui l'utiliserait de manière détournée. Donc, vous avez un QR code qui est généré au moment de la première authentification avec votre ICPS. Et ensuite, ce QR code peut être utilisé et scanné par vos salariés pour accéder à l'application Tous Anti-Covid Vérif. Donc, ça veut dire que plusieurs téléphones portables au sein de votre pharmacie peuvent utiliser ce QR code. Donc, il faut bien le limiter uniquement à vos salariés et faire bien attention à son utilisation. De toute façon, vous avez un guide d'utilisation qui est disponible sur le site de l'USPO ou également sur le site du ministère. Et surtout, si vous rencontrez des difficultés d'utilisation parce que ça ne fonctionne pas ou parce que vous n'arrivez pas à le faire fonctionner, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message et nous, on vous accompagnera. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, on alertera le ministère. Peut-être juste sur revenir sur les pièces justificatives à transmettre. Également, là aussi, on a une fiche pratique sur le site de l'USPO, donc n'hésitez pas aussi à la consulter. Ça peut être pas mal si vous avez des questions et sinon, on y répondra bien sûr par mail comme on le fait depuis le début de la crise sanitaire. Ensuite, le sujet des tests payants. Donc, Pierre vous a listé l'ensemble des cas où le test était pris en charge par l'assurance maladie. En dehors de ces cas, le test est payé par la personne. Donc, le prix est fixé à 25,01 €. C'est le même prix que lorsque le test est pris en charge et à 30,01 € lorsque le test est réalisé le dimanche. Dans ce cadre-là, je vous invite à mettre une affiche pour informer les patients de ce prix à 30,01 €. Donc, on a bien dit que le prix était à 25,01 €, donc ça veut dire que le prix est bien fixé. Donc, il n'est pas possible de faire un tarif inférieur ou supérieur pour les tests antigéniques que vous faites payer aux personnes qui ne sont pas concernées par les tests pris en charge. Et c'est bien important de respecter ce tarif parce que c'est important pour la crédibilité de la profession et de montrer que, entre guillemets, les pharmaciens ne sont pas des marchands de tapis et respectent bien la réglementation. Et donc, c'est 25,01 €. Pour les médecins et les infirmiers, c'est la même chose. En fait, le tarif des tests payants et des tests pris en charge reste identique. Donc, par exemple, pour un infirmier, c'est 25,54 €. Et alors, si éventuellement un professionnel facturerait un test à 19 € au patient, à ce moment-là, il pourrait y avoir une évolution de la réglementation et l'assurance maladie pourrait probablement faire payer le prix du test aux professionnels de santé. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour l'instant, c'est pas décidé. Voilà, peut-être rapidement, je pense que vous avez tous été un petit peu choqués par l'attitude des biologistes sur le message qui est passé dans beaucoup de radios et de télé sur le prix des tests antigéniques. On a été un petit peu déçus parce que c'est un comportement qui n'est pas vraiment très confraternel et qui a vraiment brouillé le message quand ils ont parlé de prix à 22 €, etc. Donc voilà, on est un petit peu déçus par ce discours. Et peut-être pour finir rapidement, juste l'évolution dont on a parlé tout à l'heure, donc ne concerne pas la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, où donc tous les tests antigéniques restent pris en charge. Et enfin, pour finir sur la prise en charge des tests, lorsque ces tests sont réalisés en dehors de la pharmacie et qui sont réalisés par exemple pour accéder à un théâtre ou un match de foot et donc qui sont réalisés devant l'établissement, à ce moment-là,
quel que soit le justificatif, ils ne sont pas pris en charge. Ils doivent être payants. Donc, par exemple, une personne qui est vaccinée et qui vient faire son test, par exemple, je sais pas, pour aller à un match de foot, et elle le fait devant le stade de foot, à ce moment-là, le test sera payant. Et bien sûr, c'est toujours un professionnel de santé qui doit être sur place et qui doit réaliser le test et donner le résultat. Mais quoi qu'il en soit, et quel que soit le justificatif, le test sera payant pour cette personne. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais regarder si j'ai des questions ou tu veux partir sur On les va, autotests peut-être? on va Ouais, faire les autotests et puis on traitera tous les tests d'un coup. très bien. Merci Bénédicte. Donc maintenant, en ce qui concerne les autotests supervisés, l'USPO a toujours été contre, ou en tout cas pas très favorable à ces autotests supervisés parce que c'est chronophage et que c'est moins fiable que le prélèvement nasopharyngé que l'on fait quand on fait un test antigénique. À partir de vendredi, ils ne sont plus reconnus comme preuve de passe sanitaire et de ce fait aussi plus pris en charge. Ils peuvent toujours être dispensés aux personnes de plus de 3 ans asymptomatiques et non cas contact. Donc j'insiste bien sur le fait que ce soit plus de 3 ans asymptomatiques et non cas contact. Ils peuvent être vendus, mais ne donnent pas lieu à l'établissement d'un pass sanitaire. Et ils peuvent être aussi toujours dispensés et pris en charge pour les salariés intervenant auprès des personnes âgées ou en situation de handicap. Quand ils vous présentent le CESU, leur attestation de CESU, on peut leur dispenser des tests pour qu'ils se testent eux-mêmes afin de ne pas risquer de contaminer les personnes chez qui ils travaillent, qui sont des personnes fragiles. Voilà pour les autotests. Est-ce qu'on a des questions, Bénédicte? Non, pas du tout? Oui, alors il y a des questions parce que c'est vrai que c'est un sujet un petit peu complexe. Alors, la prise en charge est-elle possible pour une personne en cours de vaccination, première injection réalisée? Non. Le ministère a été clair, vaccination complète. Et donc, continue-t-on à distribuer gratuitement aux professionnels de santé les boîtes des tests antigéniques? Donc ça, c'est ce que tu as répondu c'est ce que tu as dit tout à l'heure, Bénédicte. Pour l'instant, oui, on le fait. Si maintenant il s'avérait que les professionnels de santé facturent moins cher les tests en direct aux patients, l'assurance maladie reverrait vraisemblablement ça. Mais pour l'instant, on continue de dispenser gratuitement aux professionnels de santé. Dans la facturation des tests antigéniques avec ordonnance de moins de 48 heures, on doit scanner l'ordonnance, mais comme prescripteur, on doit indiquer le pharmacien ou le médecin de l'ordonnance. Je pense le médecin, comme une ordonnance normale. Moi, j'aurais tendance à dire ça. T'es pas d'accord, Gilles? Non, je suis pas sûr. Il faut qu'on pose la question parce que euh, il faut qu'on pose la question parce que ça peut perturber comme on facture avec une codification spéciale. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de rejet. C'est vrai que ça n'a pas été évoqué, donc il faudra qu'on pose la question. Mais je crois que tu as raison. Ce sera plutôt le prescripteur parce qu'il veut faire des contrôles sur les médecins qui feraient éventuellement des ordonnances de complaisance. Donc, mais il faut qu'on précise. Mais oui, tu as raison, c'est sûrement le prescripteur. Une heure d'eau pour un test PCR est-elle valable pour un test antigénique? Pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Il y a aucun problème. On a Nous, demandé, au ministère, enfin, et à la CNAM, de faire préciser tout test, de ne pas aller dans la précision de quel test ils voulaient, puisqu'on sait que les tests antigéniques recouvrent la même sensibilité, la même précision que les tests PCR. L'assurance maladie n'a pas voulu, en disant on laisse la liberté aux médecins de prescrire, d'écrire ce qu'ils veulent, mais pour nous, c'est la même chose, donc il n'y a aucun problème. il ne faut pas hésiter à intervenir auprès des prescripteurs, notamment de certaines cliniques, qui, en gros, privilégient le PCR à la place des tags. Ça complique la vie des patients. Il n'y a pas de problème de fiabilité pour une intervention chirurgicale. Un test PCR ou TAG a la même valeur et la même fiabilité. On sécurise, hein, même les vaccinés, on les teste, hein, donc il faut arrêter de raconter des histoires sur encore ce combat sur les tags. Donc intervenez auprès des prescripteurs et signalez-nous les abus, parce que ça nous permettra de montrer au ministère que parfois il y a une certaine dichotomie inacceptable entre des prescripteurs et des biologistes. Quel prix lorsqu'on fait uniquement l'analyse lors du test, car je fais le prélèvement avec une infirmière? Ben, comme c'était avant, on peut séparer la facturation du prélèvement de la facturation
de l'analyse. Mais moi, je vous déconseille de facturer tout et de rétrocéder après à l'infirmière. Il faut que chacun fasse sa facture. C'est quand même beaucoup plus juste. Le prélèvement est à 9 € et quelques, et après le test se retrouve facturé à 16 € quand il n'y a pas de prélèvement, hein, c'est toujours le même tarif, hein, c'est sur le site de l'ISPE. Pouvons-nous arrondir le prix du test à 25 €? Oui. Oui. Soyons intelligents un petit peu. Quand c'est une carte bancaire, ça pose aucun souci de taper 25,01. Après, quand c'est en espèces, c'est vrai que ça va poser problème. Ben, vous faites gracieusement une remise à votre patient. Est-ce que Tag Vérif Plus est différent de Tag Vérif? Oui. Tu veux répondre, Bénédicte, comme c'est toi qui n'avais… Non, vas-y, réponds parce que j'essaye de lire les questions en même temps et Ah, j'arrive pardon, pas à parler et à lire en même temps. excuse-moi. Donc, Tag Vérif vous dit juste le pass sanitaire est actif. Ne vous donne pas la raison du pass sanitaire actif. Ça peut être parce qu'il est vacciné, ça peut être parce qu'il y a eu un test, ça peut être parce qu'il est contre-indiqué, parce qu'il est guéri, enfin voilà. Alors que Tag Vérif Plus vous dit la raison de la positivité du pass sanitaire. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser en dehors de la pharmacie, parce que vous avez des données de santé. Ça va vous dire la personne a un pass sanitaire positif parce qu'elle était vaccinée ou parce qu'elle a été malade. Donc, ces données de santé ne doivent pas quitter la pharmacie. C'est bien pour ça que Bénédicte a autant insisté en disant vous ne l'utilisez que dans le cadre de la pharmacie. Il y a pas mal de questions sur la différence de prix, justement, donc 22 € pour les biologistes, 25,01 € et les personnes voudraient comprendre pourquoi cette différence de prix. Depuis le début, les biologistes sont contre les tags. Ils disent haut et fort, ça sert à rien, c'est pas fiable. Alors, on peut être surpris que maintenant, ils se réclament d'en faire. Et on peut être, par contre, on n'est pas surpris par le fait qu'ils veuillent les faire moins cher, puisque le but, c'est de ne, leur but inavoué, ou avoué à moitié, ce sont que les pharmaciens n'en fassent pas. Donc, ils se sont positionnés en disant, nous, on les fait à 22 €. Je pense que politiquement, c'est pas une bonne chose du tout, parce que ça montre que ils sont prêts à brader les choses. Et puis, de toute façon, eux, ils s'en foutent, ils ne feront pas de tag, puisque ce qu'ils veulent faire, c'est des PCR à 44. Donc, ça leur pose aucun problème de faire une annonce politique, une annonce à grands coups de clairon, de dire on les fait à 22 €. Donc, ne vous laissez pas avoir là-dessus. Votre travail vaut 25 €. Ne le bradez pas. C'est important d'aller jusqu'au bout. C'est un vrai travail intellectuel de remettre le résultat au patient. Donc, restez sur les 25 €. Ils ont voulu faire un effet d'annonce en le mettant à 22. À mon avis, ils se sont trompés et décrédibilisés complètement, une fois de plus. Mais restez à 25 €. Je ne sais pas si tu En veux fait, compléter. ouais, en fait, Pierre, ce qu'il faisait, c'est qu'il ne voulait pas afficher que le PCR était à 44 payant. Et donc, ils ont détourné l'attention en parlant que des tags, alors que c'est le PCR qui est à 44 et eux ne font que des PCR. Donc, bien sûr, ils trouvaient que la différence entre 44 et 25 n'allait pas les favoriser, en tout cas pour les parties, pour ceux qui étaient payants. Ensuite, bon, voilà, ce qui a vexé un peu les biologistes, au-delà qu'on ait réussi et que vous avez réussi à en faire, c'est qu'au mois d'août, si on a pu absorber tout ce travail supplémentaire, c'est pas les biologistes qui l'ont absorbé, ce sont les pharmaciens. Avant, on faisait que 25% de tests par rapport à l'ensemble des tests, c'était les PCR qui étaient majoritaires. Après le mois de juillet et le mois d'août, ben, nous faisions pratiquement l'inverse. 75% des tests étaient des tests antigéniques et 25% étaient restés des tests PCR. Donc, ils ont vu que notre profession était capable de s'organiser, capable de répondre à des coups de feu, alors que aller refaire de nouveaux défis d'attente, comme nous les avions connus avant que les tests antigéniques soient mis en place dans les pharmacies. Voilà. Donc, je crois que dans cette crise, ceux qui tirent la couverture à eux et veulent empêcher les autres de faire mènent des mauvais combats. Cette crise, on l'a gagnée parce qu'on a réussi petit à petit à mobiliser l'ensemble des professionnels de santé, à la fois sur les tests, mais à la fois sur la vaccination. Cette crise, c'est vous qui l'avez gagnée avec nous, ou nous qui l'avons gagnée avec vous, comme vous voulez. Mais c'est parce que votre mobilisation a été aussi forte. Alors c'est vrai qu'on vous a cassé les pieds. Hein. C'est vrai qu'au webinaire, on vous disait toujours, allez, il faut y aller. On sait que vous êtes épuisé, mais allez, il faut encore y aller. Mais aujourd'hui, ça a payé. L'image des pharmaciens est franchement très très bonne dans tous les coins du gouvernement. Et voilà. Et je voulais encore une fois de plus remercier toute la profession de s'y être autant investie.
Il y a pas mal de questions aussi sur le schéma vaccinal complet. Qu'est-ce que ça représente, le schéma vaccinal complet, pour les personnes qui bénéficient d'une prise en charge? C'est les. Ah, Pierre a le son coupé. Le schéma vaccinal complet, c'est les 2 vaccinations, donc avec minimum 21 jours d'intervalle, plus les 7 jours qui permettent d'avoir son pass sanitaire lié à la vaccination complet. Pour le Janssen, pour ceux qui n'ont pas fait des renouvellements, c'est 28 jours. Voilà, donc c'est bien les 7 jours. Après, en fait, c'est le pass qui le donne. Hein. C'est le pass sanitaire avec la lecture de Vérif Plus qui permet de savoir si c'est complet ou pas complet. Mais c'est ça, c'est renouvellement 21 jours et 7 jours après le second renouvellement. C'est très clair et très simple. Ne cherchez pas d'autres explications. J'ai pas mal de personnes qui me disent qu'ils n'ont pas réussi à télécharger Tous Anti-Covid Vérif Plus. Donc, Vous avez le mode d'emploi sur le site de l'USPO. Sylvie nous a fait un super boulot avec des captures d'écran et ce qu'il fallait faire. Donc, remettez-y, réessayez. Et si vraiment ça ne marche pas, vous nous envoyez un message. On fera faire monter au ministère. certaines personnes qui préféreraient utiliser Vaccin Covid que Tag Vérif Plus. Est-ce que c'est possible? Non. Non. Comme vous l'a dit Bénédicte, c'est pour des problèmes de sécurisation et de lecture de fichiers qui pourraient être des mauvais fichiers ou des choses qui soient des faux en fait. Avec le tag Vérif Plus, on élimine tous ces faux-là. Non, et puis c'est trop long. Hein. Si vous êtes obligé de taper le numéro de sécu pour aller sur tous anti-Covid, etc., ça va être beaucoup plus long que de flasher un QR code. Hein. Donc voilà. Alors ils nous l'ont envoyé trop tard. Hein. On devait l'avoir mercredi. On l'a eu que vendredi matin ou jeudi soir tard. Donc voilà, il faut réessayer. C'est vrai que c'est pas simple à installer. Il y a 2-3 manips à faire. Mais une fois qu'on a bien compris comment ça fonctionnait, bien on y arrivera. C'est comme quand on a fait la ICPS. Hein. Au départ, c'était un peu compliqué et après on s'est aperçu qu'en se posant, on arrive à le faire. Une personne symptomatique qui se fait tester, elle règle le test, puis au résultat, on s'aperçoit qu'elle est positive. Est-ce que son test doit être pris en charge? Mais ça fait partie des 2 cas qui nous posent réellement souci. Le cas qui est décrit là, hein, le patient symptomatique qui ne peut pas aller avoir son médecin sous la main tout de suite et qui nous demande de faire un test, ou le médecin même qui peut demander de faire un test en amont de la visite, eh bien non, ça n'est pas pris en charge. Au mieux, ce que vous pouvez faire pour désamorcer éventuellement une crise qui pourrait naître avec le patient, c'est d'éditer une feuille blanche avec une facture et de la remettre. Et puis, ma foi, il la renverra à l'assurance maladie pour voir si l'assurance maladie la prend en charge. Mais vous, ne vous amusez pas à dire on attend parce que vous ne serez pas pris en charge, elle ne sera pas prise en charge. D'autant plus que s'il est positif, vous allez devoir faire une déclaration tout de suite. Et s'il voit le médecin 2 jours après, ben, il y aura bien une différence de date entre la facturation et l'inscription sur SIDEP, et là, ça se verra. Donc, vous ne pourrez pas le faire. L'autre cas qui nous pose souci aussi, c'est le cas dont on a parlé tout à l'heure avec le SMS ou le mail de cas contact qui est envoyé. Parfois, vous avez des patients qui viennent vous dire l'assurance maladie vient de m'appeler, mais j'ai encore pas reçu le SMS, mais j'ai pas encore reçu le mail. Eh bien, à ce moment-là, c'est pareil. Tant qu'il n'y a pas la preuve, faites-le payer parce que sinon, vous risquez d'avoir un indu vous-même si vous le faites à tort. Les tests antigéniques qui sont demandés pour prendre l'avion, même pour une personne vaccinée, est-ce qu'ils sont payants? Si la personne est vaccinée, oui, ils sont pris en charge. De toute façon, personne vaccinée égale prise en charge. Je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions. La grille d'entrée, elle est simple. Hein. C'est tous les critères vaccinés, mineurs, contacts, etc. On ne regarde pas quelle est la situation, c'est pourquoi il le fait, c'est pris en charge. Et ceux qui ne sont pas pris en charge, ce sont les adultes non vaccinés qui n'ont pas de prescription. Voilà, c'est simple. Si vous voulez, il faut vraiment que vous compreniez que l'état d'esprit dans lequel est le gouvernement quand il a fait cette réforme, c'est de favoriser les personnes qui ont été vaccinées et de défavoriser celles qui ne l'ont pas été, dans le but d'inciter à la vaccination.
Donc voilà, vous ne vous posez pas de questions, vacciner, prise en charge, ça va de fait. Par contre, les 2 cas dont on a parlé tout à l'heure peuvent être des cas problématiques et donner lieu à des soucis au niveau du comptoir. Si jamais c'est le cas, je vous demande vraiment de les faire remonter très très vite parce que depuis le début, on signale, c'est la limite de cette réforme-là des remboursements détail à l'assurance maladie et au ministère. Et s'il y a des soucis, il faut que nous, on les fasse remonter très très vite pour essayer de les gommer. Donc, si vous avez des soucis au comptoir, surtout, faites-nous les remonter très très vite, s'il vous plaît. Je pense qu'on a fait le tour prise en charge des prélèvements lorsque c'est transmis au laboratoire. Est-ce que c'est toujours la même chose? Oui. Ben, Oui. moi, j'aurais tendance à dire si le prélèvement est positif, oui, parce qu'on rentre dans le cas d'un prélèvement de criblage et il faut le faire. Donc, je pense que ce serait pris en charge. Il faut qu'on repose la question pour être sûr, mais je pense que oui. Est-ce qu'il y a une saisie différente sur SI-DEP pour les patients en fait, qui ne sont pas pris en charge? Par exemple, un patient non vacciné qui veut avoir le pass, est-ce qu'il y a une saisie sur SI-DEP différente que la saisie actuelle? Non, c'est la même saisie. A priori, ça ne changera pas. Antigénique, est-ce que le contact tracing et la distribution des masques restent pris en charge par la CPAM si la personne est positive mais que son test antigénique n'est pas pris en charge? Le contact tracing continue à être, du moment que vous dépistez quelqu'un de positif, vous allez l'enregistrer sur SI-DEP et vous allez le signaler à l'assurance maladie parce que derrière, ça déclenche ce qui est indispensable, hein, c'est la lutte contre le cluster. Donc oui, vous allez le signaler à l'assurance maladie et vous allez, alors pas facturer le test si c'est une personne qui n'est pas vaccinée, qui n'avait pas d'ordonnance, mais vous allez pouvoir déclencher le contact tracing. D'ailleurs, ce sera intéressant. Ça montrera que le dépistage est utile et qu'il ne faut pas oublier la finalité du dépistage. Parce que là, on dit il ne faut pas dépister des personnes qui ne sont pas vaccinées parce qu'elles veulent avoir un pass sanitaire et continuer à ne pas être vaccinées. Et nous, on leur dit qu'en période d'hiver, ce qui est important, c'est quand même de dépister des personnes qui ont des symptômes pour être sûr que c'est une affection hivernale et pas le Covid. Et que ne pas avoir donné le droit de prescription aux pharmaciens quand la personne a des symptômes est, à notre avis, une erreur. Et on verra bien ce qui risque de se passer, parce que si on désincite les personnes à se dépister, eh bien, on pourra avoir une vague qui peut reprendre, surtout dans une période où les symptômes hivernaux ressemblent aux symptômes Covid. Et c'est pas très malin. Donc oui, une fois que vous avez quelqu'un de positif, d'abord, il faut enregistrer sur SI-DEP positif ou négatif, hein, ce qui permet d'avoir un pass sanitaire payant, mais un pass sanitaire. Si c'est positif, après, vous reprenez votre stratégie de lutte contre la Covid et de lutte contre les clusters. Et donc, masque voilà. et contact tracing, bien évidemment. Et pour l'instant, les masques sont pris en charge jusqu'à quand? Il n'y a pas de date. 15 novembre. Ah oui, pardon. Jusqu'à la fin de l'état d'urgence pour l'instant. Et on verra ce qui est prolongé après le 15 novembre, puisqu'on envisage de prolonger l'état d'urgence la possibilité jusqu'au mois de juillet. On verra ce qui restera, ce qui sera gardé ou ce qui sera gardé en réserve pour pouvoir le déclencher en cas de situation de crise.